Quand on s'est rendu compte que Bayeux avait 20 ans, on s'est posé cette question simple au printemps dernier, c'est quel sujet on allait pouvoir aborder pour ces 20 ans, et en fait la réponse s'est imposée d'évidence, parce que Al-Qaïda, grosso modo, a 20 ans également, et que Al-Qaïda a modifié assez profondément le travail des journalistes de guerre, et c'est donc par ce bout-là, par cet angle-là qu'on a décidé d'aborder le sujet. Alors je vais vous présenter nos invités dans un instant, et c'est un plateau de gens extrêmement compétents sur le sujet. Je suis vraiment très heureux qu'ils soient là tous. Mais le dernier fait marquant en date parmi tous les actes terroristes de ces dernières années, de ces derniers mois et de ces dernières semaines, le dernier fait le plus marquant, c'est évidemment le carnage du Westgate Mall à Nairobi, qui a fait au moins 67 morts, revendiqués par les Shebabs somaliens qui sont grosso modo affiliés à Al-Qaïda, même si on entrera dans les détails tout à l'heure. Et ça va être assez brutal, je ne vous le cache pas, mais le terrorisme est brutal, il est violent, il est sanglant. Et donc avant même de vous présenter nos invités, on a choisi de vous montrer des photos de Nairobi. Ce sont des photos qui ont en partie été diffusées dans la presse, d'autres ne l'ont pas été. Toutes n'ont pas été diffusées parce que certaines d'entre elles sont extrêmement violentes, extrêmement sanglantes sur les victimes, à la limite du soutenable, mais notre choix a été ce soir de les montrer, parce que c'est ça aussi la réalité du terrorisme. Elles sont toutes signées d'un des plus grands photographes de guerre de ces 20 dernières années, qui a couvert à peu près tous les conflits, qui est Goran Tomasevic de Reuters. Voilà, ces images, elles sont brutales, elles sont douloureuses, mais c'est la réalité du terrorisme. Alors pour nous accompagner, nous éclairer tout au long de cette soirée, 4 invités, et je vous le disais, je suis très heureux de les accueillir. Alors on va partir tout de suite de ma droite. Karen Lajon est grand reporter en JDD depuis plus de 20 ans. On l'a vu à Sarajevo, à Kaboul, à Téhéran, au Pakistan, aux États-Unis, etc., un peu partout. Et elle a beaucoup travaillé sur Al-Qaïda, évidemment, à la fois au Pakistan et aussi aux États-Unis, on en parlera tout à l'heure. Aziem El-Difraoui, ensuite, qui est chercheur et documentariste, et à qui on doit notamment, on peut dire, une somme, un livre de référence paru l'an dernier sur la logique de communication d'Al-Qaïda, qui s'appelle Al-Qaïda par l'image, c'est sorti au PUF. Juste après, l'un des très grands noms du journalisme, on est très heureux de l'avoir avec nous, c'est John Randall,
très grand journaliste, ancien très grand journaliste du Washington Post et du New York Times, à qui on doit notamment un livre qui s'appelle Osama Making of a Terrorist, la fabrication d'un terroriste, qui avait été traduit en français chez Albin Michel. Lui aussi, il a couvert tous les conflits de la planète depuis le Vietnam. Et puis, en bout de ligne, là-bas, Jean-Philippe Rémy, grand reporter au Monde, chef du bureau Afrique du Monde, et qui, lors de l'année écoulée, a couvert à la fois Nairobi il y a 3 semaines de ça, et auparavant le Mali, le Sahel, qu'il connaît très bien, et également, évidemment, la Syrie, avec ses reportages avec Laurent Van der Stock, notamment sur les attaques chimiques du régime d'Assad. Vous en avez sans doute tous entendu parler. Donc la soirée se déroule avec ces 4 invités, se déroule aussi avec vous, et on va essayer avec une grande régularité au cours de la soirée de vous donner la parole pour que vous posiez vos questions directement. C'est un processus qui fonctionne généralement assez bien, donc sentez-vous libre à chaque fois que je vais vous le proposer de vous manifester, de lever la main, et il y a des micro-HF qui se baladent dans la salle. Et puis la soirée évidemment va être ponctuée par une série d'extraits de reportages, photos, radio et télé pour illustrer notre propos. Alors on va pas, c'est un sujet vaste, extrêmement ambitieux, extrêmement compliqué. Donc on va essayer de répondre au maximum de questions. On ne va pas faire le tour d'Al-Qaïda en 2 heures ou en 2 heures et demie, hein, c'est clair. On va néanmoins essayer de faire du mieux qu'on pourra en s'articulant en 2 temps essentiellement dans la soirée. Le premier temps, on va essayer d'explorer la question finalement du défi général d'informer sur Al-Qaïda quand on est journaliste. Le défi pour le reporter d'accéder aux sources d'Al-Qaïda, y compris face à la logique de communication d'Al-Qaïda. Puis dans un deuxième temps, on va se pencher sur la série de situations régionales des différentes franchises du mouvement Al-Qaïda, en ayant, on va dire, quand même un regard peut-être plus affûté, notamment sur la Syrie, bien sûr, et sur ce que certains spécialistes appellent l'arc africain, en tout cas la Somalie, avec les derniers éléments que l'on connaît, et AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique au Sahel. Alors, je vais juste poser pour débuter, sans être trop long, quelques balises quand même pour fixer le débat, avant que d'attaquer ce premier volet sur comment accéder à Al-Qaïda pour le journaliste. Alors, quelques balises. Al-Qaïda, c'est la base, une traduction littérale. Naissance à la fin des années 80, 1988, à Peshawar, au Pakistan. J'essaie de grossir avec la tablette si j'arrive à m'en sortir. Voilà. Donc au Pakistan, à côté d'Islamabad, avec Abdullah Azam et son élève de l'époque qui s'appelle Ben Laden. Vous savez ce qu'il va devenir du second, il passera par l'Arabie Saoudite, le Soudan, etc. Mais il va finir par trouver l'ombrelle du régime des talibans à la fin des années 90 en Afghanistan. Et c'est là que le mouvement va se développer, et ça va conduire au moment évidemment clé, symbolique, très fort, et qui est celui des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et puis après, il va s'en suivre toute une série d'attentats un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'on a retenu cette carte globale pour dire à quel point on est sur une planète Al-Qaïda. Donc 2002 à Bali, 2003 à Casablanca, 2004 j'en oublie Londres, en 2005 Madrid évidemment, et puis les attentats très nombreux en Afrique, à Kampala, à Nairobi, on l'a dit, au Yémen, etc. Ça passe aussi par le développement à la fois d'une doctrine religieuse, mais peut-être plus encore, et nos invités en parleront certainement, d'une vision du monde politique, parce que c'est peut-être ça la clé du discours d'Al-Qaïda. C'est peut-être encore davantage un discours politique qu'un discours religieux, et qui s'articule autour de la désignation d'ennemis. Ces ennemis, ce sont les régimes musulmans, les pouvoirs musulmans soutenus par l'Occident, ce sont les chiites, et ce sont, dans le monde musulman, et ce sont évidemment les États-Unis, et l'Occident plus globalement, mais d'abord et avant tout les États-Unis. Alors après les attentats du 11 septembre, vous savez qu'il y a donc eu la guerre contre le terrorisme décrétée par les États-Unis. Ça a évidemment affaibli Al-Qaïda. Il y a un autre point d'affaiblissement, du moins dans un premier temps, qui a semblé être les soulèvements arabes, qui semblaient discréditer le discours d'Al-Qaïda. Mais aujourd'hui, en même temps, les derniers mois le démontrent, on se trouve face à une multiplication des franchises d'Al-Qaïda un peu partout dans le monde, une sorte d'internationalisation, et l'apparition aussi en Occident de ce que les spécialistes appellent les loups solitaires. C'est les individus qui en Occident, on va dire, se sont un peu formés tout seuls au djihad.
Alors comment définir Al-Qaïda? C'est compliqué parce que les médias ont tendance à faire des amalgames et à avoir des discours un peu rapides et des raccourcis erronés et à faire penser que grosso modo tout islamiste est Al-Qaïda, ce qui est évidemment totalement faux. L'exemple de la Syrie le démontre parfaitement d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Tout islamiste n'est pas par exemple salafiste, tout salafiste n'est pas djihadiste. Et tout djihadiste n'est pas nécessairement rallié à Al-Qaïda. Donc il faut se méfier absolument des raccourcis sur le sujet parce que sinon on s'éloigne du vrai sujet qui est ce soir donc la nébuleuse et la fabrique et les franchises d'Al-Qaïda. La marque de fabrique, on pourrait dire, d'Al-Qaïda, j'en finis par là sur les balises de démarrage, c'est la revendication d'un djihad international. C'est le recours à le mot peut paraître trivial, mais à cette boîte à outils, d'une certaine façon, qu'est le terrorisme. Et c'est aussi donc cette notion de marque, avec des franchises ici et là, un peu partout dans le monde. Mr. Ben Laden, you have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon and Iraq. Due to its subordination to the Jews, the arrogance of the United States regime has reached a point that they occupied Arabia, the holiest place of the Muslims, who are more than 1 billion people in the world today. For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the US. What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media, God willing. C'est un extrait seulement de cette interview de Peter Arnett. Il y a eu quelques entretiens avec Ben Laden, Roger Fisk notamment, par 2 fois. Mais c'est la première question que j'ai envie de vous poser aux uns aux autres. Parlons d'abord des dirigeants d'Al-Qaïda. Est-ce que, pour le journaliste, il est possible d'accéder d'une manière ou d'une autre, directe, indirecte, parfois très indirecte, depuis 20 ans aux dirigeants d'Al-Qaïda? Alors, qui se lance en premier? Prenez les micros. John Randall, peut-être? C'était toujours difficile. On avait accès aux gens. Parlez bien dans le micro. C'était toujours difficile. Même il y a 15 ans, on avait accès aux gens qui se disaient proches de Ben Laden, mais Ben Laden lui-même, assez tôt, en 98, si ma mémoire est juste, recevait plus les journalistes occidentaux. Pourquoi? D'une certaine manière parce que les pays hôtes qui l'hébergeaient ne voulaient pas, et de l'autre côté, il fallait créer une certaine aura autour de sa personnalité, de sa personne. Mais j'ai pu parler aux gens qu'il avait connus à un moment donné. À un moment donné, est-ce que c'était hier ou il y a 5 ans, c'est déjà très clair. Mais Ben Laden est quelqu'un qui, à mon sens, depuis certainement son éviction de Soudan en 1996 et son retour en Afghanistan, a rêvé de se faire parler de lui. Il a, comme on dit en anglais, sens très développé de self-advertising. Oui, faire sa propre publicité. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité est la clé de comprendre le terrorisme. Il ne suffit pas de tuer les gens, il faut que les autres en parlent. Et Ben Laden était très fin. C'est curieux, à la même époque, en Afghanistan, où les talibans interdisaient la musique, le sport et n'importe quoi, le divertissement, lui, Ben Laden avait chez lui une équipement très développée, super, pour l'époque, super sophistiqué, d'ordinateurs, imprimantes, et tout. Donc, il y a toujours eu un double langage de sa part, mais un constant, la publicité, le terrorisme marche
si mal si on ne peut pas se faire parler de ces actes? On va parler évidemment de la publicité et de la communication d'Al-Qaïda en détail tout à l'heure avec Azim El-Difraoui. Mais je voudrais qu'on reste encore un peu un instant sur cette question de l'accès aux leaders. Est-ce que les journalistes essaient d'abord d'accéder aux leaders? Aujourd'hui, Zawahiri, nous prenons les autres leaders, Ouaichi au Yémen, etc., le propagandiste, Masri, etc. Est-ce que les journalistes essaient ou est-ce qu'ils n'essaient pas? Et s'ils essaient, à quelles difficultés se heurtent-ils? Azim El-Difraoui. Oui, je vais poursuivre dans la même veine que Jonathan. Ces mouvements clandestins, ils ont besoin de communiquer en permanence, ils veulent être médiatisés en permanence. Seul bémol, de gens, de leaders opérationnels, en effet, ils ne peuvent pas parler. C'est juste vraiment des impératifs militaires, des impératifs d'une organisation secrète qui les empêchent de parler. Mais par exemple, autour de ces grands leaders d'Al-Qaïda, tous ces franchises, on trouve plein de personnes relais, et donc le journaliste arrive à parler avec, et ces gens fournissent aussi des clés de compréhension très importantes. Donc chaque lutte armée, les gens qui sont vraiment opérationnels ne vont jamais vous parler, mais ils ont des porte-parole, souvent affiliés aux organisations, ou même qui prennent une place très très importante dans ces organisations. À qui on peut parler. Et beaucoup de journalistes parlent avec ce genre de gens, mais malheureusement, par exemple, si les gens interviewent un leader d'Al-Qaïda ou d'un mouvement djihadiste de deuxième zone, ces interviews ne sont pas pris très au sérieux, et c'est très dommage, parce qu'il s'agit d'abord de vraiment prendre l'idéologie d'Al-Qaïda, ou disons relativement de la mouvance djihadiste. Donc c'est pas la difficulté de trouver des gens dans ces mouvements qui parlent, mais c'est un peu la difficulté aussi de vraiment analyser ce qu'ils nous disent et trouver une place dans les médias, il me semble. On a quand même, en revisionnant, en préparant cette soirée, repéré le fait que souvent on a des accès indirects. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une interview qui se fait par intermédiaire. Elle ne se fait pas directement avec un leader. Par exemple, moi j'ai revisionné un sujet d'Alex Crawford de Sky News avec Gulbuddin Hekmatyar. Alors on est à la frontière d'Al-Qaïda, c'est pas tout à fait Al-Qaïda, mais les questions sont posées de façon indirecte. C'est-à-dire qu'on se filme posant les questions, puis la vidéo est transmise à un intermédiaire qui va aller filmer le leader et l'interview va revenir comme ça. Je crois que Karine Lajon, vous avez vu comme ça, c'était en Égypte avec le frère Zawahiri, je crois que c'est ça, mais une histoire assez semblable. Oui, Mohamed Al-Zawahiri. Il y a dans le micro aussi. Pardon. Donc c'est le frère de Ayman Al-Zawahiri, qui était donc le numéro 2 d'Al-Qaïda, qui est maintenant le numéro 1 après la mort de Ben Laden. Et son frère est en prison, bien sûr, et il est sorti l'année dernière de prison, il y a quelques mois. Il est retourné en prison depuis. Et donc j'ai tout de suite essayé d'avoir une interview. Je suis une femme, donc ça complique la donne. Donc je suis passée par un homme et surtout par un sympathisant des frères musulmans. Donc il a accepté l'interview assez étonnamment, parce qu'il était très en colère contre la France, notamment à cause de l'invasion, disait-il, au Mali. Et il a fait des menaces très précises, il a prononcé des menaces très précises contre la France. Donc il a accepté l'interview à une seule condition, c'est qu'il parle par l'intermédiaire de mon traducteur. Donc je me suis retrouvée assez bêtement derrière un pilier avec ma liste de questions. Je passais les questions à mon traducteur. Donc je voyais Mohamed Al-Zawahiri, je l'avais dans mon axe, et lui il ne refusait de me regarder. Donc l'interview s'est passée comme ça. Donc alors la chose qui est bien, c'était pas adressé à moi en direct certes, mais j'étais sur place, j'ai pu vérifier que je ne me faisais pas balader, si vous voulez. Donc c'était, de ce point de vue-là, c'était pas mal. Mais accéder au leader d'Al-Qaïda, ça reste toujours très compliqué. Après, il y a un décalage dans le temps, parce que si vous prenez Robert Fisk, qui est le premier journaliste occidental à avoir interviewé Ben Laden en 1993 au Soudan, on lui parle d'un religieux qui s'appelle Ben Laden, il faut absolument que tu le rencontres, il est très bien. Robert Fisk, qui fait son travail, il va voir Oussama Ben Laden, il le trouve effectivement très bien, très doux, très poli, très poétique, avec des grandes mains et tout ça, mais il ne se rend absolument pas compte de ce que ce garçon lui raconte. Il le voit un an après, le discours est toujours le même, très anti-américain, mais il n'a pas encore le contexte. Donc à la limite, Ben Laden, certains journalistes l'ont eu à un moment donné, mais ils n'ont pas compris qu'ils avaient une pépite entre les mains.
C'est bien plus tard qu'on a compris qui était ce monsieur et ce qu'il voulait, et surtout ce qu'il a fait. Parce que quand il fait sa déclaration de guerre au fin fond d'une grotte en Afghanistan, je vous garantis que Peter Arnett et Miller, qui étaient de ABC, je suis pas sûre qu'ils aient vraiment, réaliser ce qui était en train de se passer. Ils se sont dit, bon, ok, il est dans une grotte, on ne connaît pas très bien ce monsieur, on ne peut pas envisager une seule seconde qu'il y aura le 11 septembre après. Donc il y a un décalage aussi avec Al-Qaïda. Oui, John Randall, on va essayer de se dispatcher le micro, parce que sinon... Pour appuyer ce que me dit Ferré, Ben Laden très tôt a pensé à la presse, aux médias. Il avait envoyé quelqu'un, malheureusement, je suis vieux, j'ai oublié son nom, à Londres. Et il avait pignon sur rue. Et à cette époque-là, les Anglais ne prêtaient pas attention, personne ne prêtait attention. Qui dit ce monsieur qui parlait fort, etc. Et il était connu comme un financier des mouvements extrémistes, ou même auparavant, il était connu comme très honorable financier de la guerre appuyée par son pays, l'Arabie Saoudite, et par les États-Unis et l'Occident en général, contre l'armée soviétique en Afghanistan. Mais Ben Laden a toujours pensé qu'il fallait avoir accès à la presse. Par la suite... Et Zawahiri, John Randall? Pardon? Zawahiri, pas la même position. Pardon? Son successeur, Ayman Zawahiri. Il est beaucoup moins doué. Il n'a pas la même charisme, il n'est pas la même personne. Il n'est pas... Ben Laden regardez lorsqu'il parlait, si on ne comprend pas l'arabe, on peut y penser qu'il parlait le chant des serviettes. Le ton n'est pas... c'est pas l'orateur qui frappe la table, c'est une douceur. C'est dans le grand style des leaders de monde arabe. Lorsqu'on parle très doucement, il faut écouter, il ne faut pas les l'oreille, parce qu'on peut dire des choses terribles. Alors, il y a la question de l'accès aux dirigeants et il y a la question, au-delà, vous l'évoquiez un tout petit peu, de l'accès aux combattants, aux militants, aux membres d'Al-Qaïda. Alors, c'est compliqué aussi, évidemment, et c'est assez rare, finalement, d'entendre de ces djihadistes combattants d'Al-Qaïda dans des sujets de reportage. En voici un exemple. C'est un extrait d'un sujet de Thomas Dandois d'Arte de mai 2010, Mogadiscio, le face-à-face. Et dans cet extrait, on va voir d'abord des vidéos amateurs, autre sujet, on l'abordera tout à l'heure, des chebabs somaliens, et ensuite, on va aller à la rencontre de l'un d'eux. C'est la milice islamiste la plus importante en Somalie, la plus radicale aussi. Difficile de savoir combien elle compte de combattants exactement. Lorsqu'ils prennent un nouveau territoire, la méthode est toujours la même. Ils rassemblent les habitants sur la place publique. Un chef annonce au peuple qu'il va falloir se repentir et se soumettre à la charia. Pour ceux qui auraient la mauvaise idée de résister, hommes ou femmes, c'est le même châtiment, des dizaines de coups de fouet. Des méthodes d'un autre âge, qui tournent parfois à la barbarie. Cet homme qui passe devant un tas de pierres entouré de ses bourreaux vient d'être condamné à mort. Il est enterré jusqu'au buste. Dans quelques secondes, il va être massacré à coups de pierre. Ce n'est pas tout. En décembre dernier, les leaders du mouvement ont fait allégeance à Ben Laden et Al-Qaïda. Ils ont promis de combattre l'Occident et tous les infidèles. Grâce à la complicité d'un caméraman somalien, nous avons pu recueillir le témoignage d'un combattant shebab. L'homme a tenu à cacher son visage. Il dit avoir 30 ans et s'appelait Abdi. Nous avons des liens avec Al-Qaïda. Ce sont nos frères. Nous avons des liens très forts avec tous les musulmans. Ce sont les ordres d'Allah. Et est-ce qu'il y a des combattants étrangers ici, avec vous? Oui, oui, très clairement. Ils sont dans le pays ici, avec nous. Ils nous aident à conquérir le reste du pays. Ils nous aident
et nous les aidons à gagner leur liberté aussi. Partout où les Américains sont implantés, on va attaquer. Même la Maison Blanche est une cible pour nous. Partout, nous devons étendre l'islam dans le monde entier. Jean-Philippe Rémy, vous connaissez bien le dossier des Shabab somaliens. Est-ce que c'est possible d'accéder aux militants Shabab? Oui, non. Est-ce que c'est dangereux? On voit bien la qualité d'information de ce que ce monsieur vient de dire, la difficulté qu'il y a à travailler dans ces conditions pour obtenir justement des informations. C'est une déclaration politique qui est un peu grossière dans ce cas précis, parfois elles sont beaucoup plus subtiles. Il y a un vrai travail de chercheur à faire sur l'ensemble des choses qui sont dites et recueillies pour comprendre mieux les grandes dynamiques politiques et pour comprendre des ressorts dans la finesse de ce qui est la manière de se projeter de certains groupes. Là, on parle des Shabab. Déjà, on est confronté à un problème de fond, c'est que le mouvement Shabab a existé avant de s'être en partie rapproché et affilié d'une certaine façon à Al-Qaïda. Et Ben Laden était réticent, on l'a vu après la publication, c'était rendu public, donc une fois c'était simple, de choses qu'il avait écrites à ce sujet et où il témoignait de toute sa réticence pour différentes raisons, notamment parce qu'il pensait que c'était pas un mouvement qu'il appréciait beaucoup, et peut-être avait-il tort d'ailleurs. De ce que sont les Shabab en Somalie, on peut dire une chose, c'est qu'ils sont dans une continuité vraiment somalienne à la base. Et à nouveau, je crois qu'on touche du doigt une des difficultés qu'il y a à appréhender le phénomène Al-Qaïda, parce qu'il y a dans la corne de l'Afrique, on découvre de manière absolument frappante et fulgurante lors des doubles attentats de Nairobi au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie, qui se produisent en 1998. On découvre ce que ces cellules sont capables de faire. Elles ont déclenché 2 attentats simultanés contre 2 ambassades américaines. Il y a plus de 200 morts. C'est une réussite du point de vue de la tactique des attentats. Et le mouvement en Somalie n'a rien à voir avec Al-Qaïda à l'époque. Il y a une scène très compliquée. C'est un pays en crise profonde, en guerre la plupart du temps. Ce qui va donner naissance au Shabab va émerger d'un contexte très somalien. Mais encore une fois, excusez-moi Jean-Philippe Rémy, est-ce qu'on peut accéder à ces militants? Est-ce que c'est possible? Sur cette question précise, un journaliste occidental, je crois que déjà il faut commencer par là, oui, il peut avoir accès à des gens. Il est difficile, la plupart du temps, de cerner avec précision la qualité de leur lien avec les chefs principaux. Il se trouve que pour compliquer les choses, il y a plusieurs chefs, etc. Et puis, je voudrais insister là-dessus, c'est pas une organisation qui devient Al-Qaïda, qui représente et incarne Al-Qaïda. On parle à des responsables, et je suis sûr que cet exemple somalien peut être étendu dans d'autres régions du monde, on peut en parler avec plus de précision. On est face à des interlocuteurs qui ont beaucoup d'agendas locaux en tête. Et leurs préoccupations sont, celles de la propagande de base et aussi celles des messages un peu à triple bande adressés dans un contexte local. Ça fait une qualité d'information qui est quand même pas très haute. Donc il y a une grande difficulté, ça c'est clair. On peut rencontrer à Mogadiscio, même dans des périodes où en théorie tous ces gens-là ne s'y trouvaient pas, oui, des messieurs qui ne montrent que leur regard et qui disent des choses comme notre interlocuteur. Mais non, on a beaucoup de mal à travailler sur le fond de ce qu'est la question Al-Qaïda en Somalie par des rencontres sur le terrain somalien. Il y a un autre biais, alors c'est un biais, mais vous me disiez, Karine Lajean, en préparant cette soirée, moi j'ai échangé sur Twitter avec un Shabab somalien. Oui, c'est vrai, j'ai échangé pendant pratiquement un an. Bien fort, pardon, j'ai échangé pendant pratiquement un an avec Twitter, parce qu'ils sont très au fait des technologies modernes, avec un converti, donc un Américain de souche, qui était parti là-bas,
qui se faisait appuyer à vous à l'Amérique, qui est mort d'ailleurs, qui a été assassiné il y a 1 mois ou 2. Et pendant 1 an, on a échangé des textos, je lui demandais son avis un peu sur tout. Et la dernière fois, c'était sur Boston, sur l'attentat de Boston, puisque j'ai couvert l'attentat de Boston. Donc je l'ai immédiatement tweeté en me disant qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'ils ont réussi, est-ce que c'est des bons et tout ça. Donc il m'a parfaitement répondu. Il faisait partie de ces shebabs convertis à la cause pseudo-Al-Qaïda et qui sont partis en Somalie et où il a très mal fini puisqu'il est mort assassiné, je crois, par ses camarades. Il y a les leaders, il y a les militants, il y a aussi une question, il y a une troisième facette, j'ai envie de dire, des différentes franchises d'Al-Qaïda, c'est les financiers. Est-ce que les journalistes travaillent sur ce sujet-là? Est-ce qu'ils cherchent à identifier les financiers? Parce qu'on sait qu'il y a des fonds, enfin on dit souvent, il y a des fonds privés du Golfe, voilà, on dit ça, on dit beaucoup ça, mais après il y a des fonds privés du Golfe. Mais encore, est-ce que les journalistes peuvent travailler et cherchent à travailler sur ce sujet-là, du financement des différentes franchises d'Al-Qaïda? Jean-Philippe, je commencerai peut-être reprendre l'exemple somalien, puisque il est révélateur intéressant. Sur la question du financement, on se figure en théorie qu'il y aurait une machine secrète. C'est possible, c'est difficile, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'attention, mais c'est possible. Zemel Lifraoui, sur cette question à la fois de la volonté et de la capacité des journalistes et de la presse de travailler et d'enquêter sur le financement. Historiquement, il y a de très bons travail sur le financement. Et ça, c'est plutôt un travail sur des chercheurs. Par exemple, il est très clairement démontré comment des djihadistes en Bosnie étaient financés par l'Arabie Saoudite. C'est aussi, il faut toujours dire qu'Al-Qaïda, c'est un phénomène relativement récent où on a très peu d'expertise, très peu jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense faire une jonction entre le travail académique ou le chercheur et le journalisme, parce que comme notre collègue a bien expliqué, il n'y a pas une seule mode de financement, il y a une douzaine de modes de financement qu'il faut décortiquer une par une. On sait par exemple que le Shabab, ils ont essayé de faire des collectes de fonds par Twitter, qui a énormément hérité des Américains, qui ont essayé de taper sur le doigt de Twitter et pour leur dire arrêtez d'aider, de financer à travers votre service le Shabab en Somalie. Mais moi, je voulais faire une petite remarque sur le petit film qu'on vient de voir. J'ai beaucoup de respect pour Arte. Et là, je vais être un peu djihadiste, un peu violent. Le petit film, c'était vraiment le contre-exemple pour comment pas couvrir Al-Qaïda ou le mouvement djihadiste. La première partie du film consiste... C'est un extrait du sujet de Thomas Dandois. C'est 2 minutes d'un sujet qui dure beaucoup plus longtemps. Même cet extrait, les premières 2 minutes, un journaliste le relate quelque chose qu'il a lui-même jamais vu. Il commente un film de propagande de El-Shabab. On ne sait pas qui a produit le film, il n'a même pas traduit le lot. C'est un extrait, c'est bien différent. C'est pas grave, mais ça me tient beaucoup à cœur. Et si on discute ça honnêtement, on ne sait pas d'où ces 2 minutes viennent. On ne sait même pas où c'était tourné. On ne sait même pas si c'est le Shabab ou un autre groupe. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ces gens sont violents, méchants, et qu'ils tuent des gens. Et ensuite, on a un autre extrait où le Shabab nous reproduit un discours standard de djihadisme global, c'est on va combattre l'Occident et tous frères musulmans, on va même faire exploser la Maison Blanche. Moi, ça ne m'a rien appris. Donc il faut vraiment se sortir de ces genres de stéréotypes, et surtout quand on utilise des vidéos de propagande, de bien positionner. Et ça, c'est le problème qu'on a actuellement, par exemple, avec la Syrie. Et ça, c'est un des problèmes majeurs dans la couverture de ces gens. Sur la source de ces images, c'est un problème majeur. Mais encore une fois, j'insiste que c'est un petit extrait d'un reportage beaucoup plus long de Thomas Dandois et qu'il y a beaucoup de mise en perspective sur le sujet si on regarde dans son ensemble. Mais on ne pouvait pas le regarder dans son intégralité ce soir. Jean-Philippe Rémy précisait tout à l'heure, pour un journaliste occidental, et sur la question de l'accès à Al-Qaïda et à ses militants. Et là, j'ai envie aussi de vous poser cette question-là. Est-ce que justement, pour un journaliste, pour parler vite, un journaliste arabe, mais si on descendait dans l'arborescence, par exemple, pour un journaliste d'Al Jazeera, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de controverses sur les liens, on va dire les liens, le mot est excessif, mais sur la communication entre Al Jazeera et Al-Qaïda, est-ce que c'est plus facile pour un journaliste arabe d'accéder à Al-Qaïda ou à ses militants que pour un journaliste occidental? John Randall qui veut se lancer. Franchement, je ne veux pas penser là-dessus, je suis incapable de le dire, mais par contre, la question du financement, nous, on vit
on a les cartes de crédit, les banques, les automates, on retire de l'argent, mais dans beaucoup de pays, les gens se promènent avec une petite fortune en dollars et en liquide. Et avant le liquide, il y avait le hawala qui remonte à l'Antiquité, probablement en Chine. On a un système de transfert d'argent qui laisse pas de traces. Et même maintenant que les Américains disent on a trouvé le moyen d'empêcher les transactions hawala, il y a le cash. Cash and carry, on porte sur soi et encore une fois, combien coûte le terrorisme? Pas grand-chose. Le 11 septembre a coûté, les Américains au début pensaient que c'était 300 000 $, et c'était probablement le tiers de ça. Ça coûte pas cher. Ça peut pas coûter cher. On peut faire beaucoup de choses avec très peu d'argent. Donc, soyons pas omnibulés par cet aspect de choses. Et on trouvera toujours l'argent. Il y a des gens qui, souvent, je me rappelle, il y a longtemps, lorsque je préparais mon livre, quelqu'un m'a dit, vous avez l'air surpris d'apprendre, lorsque je vous dis que c'est parmi les gens les plus occidentalisés du Golfe qui financent Al-Qaïda. J'ai dit oui, ça m'a terminé. C'est parce que ils profitent de l'Occident, ils détestent en même temps. Donc, rien n'est simple. C'est pas le général de Gaulle qui a trouvé que l'Orient était compliqué. Sur ma question, quand même, la différence peut-être d'accès, de facilité, de difficulté d'accès entre un journaliste occidental, un journaliste arabe, car l'agent disait tout à l'heure, être une femme, être un homme, c'est pas pareil. Enfin, tout le monde n'est pas passé sur un pied d'égalité pour s'approcher de l'univers Al-Qaïda. Non? Moi, j'ai toujours l'impression que lorsque Ben Laden avait encore la possibilité de parler librement, il était furieux parce que les NBC ou ABC qui lui posaient des questions ne prenaient que 2-3 minutes. Il a dit, vous devez passer l'heure ou 90 minutes, je vous ai consacré, j'ai passé toute ma vie avec vous, vous passez que ça. Ils veulent imposer, ils ne comprennent pas qu'en Occident, et ça, quel que soit le nom ou la nature ou l'identité ou l'origine du journaliste, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas leur problème. Et le fait est, et depuis, je crois que, moi je suis persuadé que les grands leaders d'Al-Qaïda et d'autres mouvements similaires se méfient infiniment. Recommence en début. C'est une méfiance de principe vis-à-vis des médias. C'est une question de physique, c'est une question de survie physique. Joker, vous allez m'aider. Ça m'arrive. Joker, Boston? Non, le président de Tchétchène était tué comment? Parce qu'il parlait sur un téléphone satellite et les Russes ont envoyé le missile, boum, merci, bye bye. Donc, on est. Pourquoi prendre le risque de rencontrer un journaliste américain? On ne sait pas qui c'est. Est-ce qu'il. Donc, on veut faire croire on veut parler à tout le monde, et surtout à l'Occident, pour faire bien comprendre ce qui passe au cœur, et en fin de compte, on veut les manipuler. Et de l'autre point de vue, je comprends fort bien, quand même, entre drones, etc., l'Occident est arrivé à tuer pas mal d'entre eux. Puis pourquoi prendre le risque de recevoir quelqu'un? Un journaliste. Moi, je vais revenir un peu sur l'histoire de la communication d'Al-Qaïda. On va y venir en détail, hein, je précise. Hein. Oui. Mais par exemple, Ben Laden, il a procédé vraiment par une stratégie où il a essayé de savoir ce qu'il marche au niveau de la com. Sa première expérience de communication, c'est des interviews pendant la guerre contre les Soviets en Afghanistan. Un metteur en scène égyptien est allé le voir et dit: est-ce que je peux filmer ici? Idéologiquement, ce n'était pas très clair si les djihadistes voulaient les images filmées ou non.
L'Égyptien filme Ben Laden. Ces images ont eu un tel succès autour du monde, ils ont propulsé vraiment un héros dans le monde arabe, qu'elle s'est dit, ok, filmer, c'est bon pour moi. Ensuite, elle s'est dit, comment est-ce que je veux filmer et comment est-ce que je veux voir une distribution très large. Ils invitent d'abord le Shenzhen Bakem. Elle découvre exactement le phénomène que John Hassan décrit. Le Shenzhen Bakem diffuse un petit bout de sonore et pas tout le message de Ben Laden et des restes. Donc à un moment donné, elles se disent, bon, on ne peut pas compter sur les autres, même pas sur Al Jazeera, on va ouvrir nos propres agences de com. Et c'est l'exemple que tout le mouvement djihadiste suit aujourd'hui. Ils produisent leurs vidéos de propagande à grand succès, comme vecteur principal. On va regarder quelques-unes tout à l'heure de ces vidéos de propagande. Juste avant de venir à ce chapitre-là, inverser la perspective. C'est-à-dire que John Arnall disait il y a un risque perçu par Al-Qaïda quand ils accueillent des médias. Il peut aussi y avoir un risque quand même pour les journalistes aussi à s'approcher de Al-Qaïda. Alors je vous donne la parole à Jean-Philippe Rémy dans un instant. Je voudrais qu'on regarde ces images que vous avez peut-être vues, qui sont là aussi à la limite de l'insoutenable, mais on va les regarder ensemble. On va les regarder sous un mode très particulier. Ce sont ces images de décapitation en Syrie, au nord de la Syrie, qui ont été diffusées par Paris Match il y a un mois, et on va délibérément les regarder sous le mode de leur mise en page telle qu'elle a été faite par Paris Match. C'est-à-dire sous forme en l'occurrence, ce qu'on appelle un document PDF. Ça se présentait comme ça, puisque Match a fait le choix d'abord de ne pas tout diffuser. Les images les plus pénibles, les plus insoutenables ont été laissées de côté, et d'autre part d'essayer évidemment de mettre ces images en perspective avec des textes d'explication, et avec notamment un grand article d'accompagnement d'Alfred de Montesquieu. Et Match a fait le choix aussi de ne pas publier le nom du photographe, qui est un photographe turc, mais dont l'identité n'a pas été dévoilée. Ça veut dire que s'approcher, comme on voit là, ces scènes de décapitation publique, y compris devant des enfants, par des militants se réclamant d'un groupe affilié à Al-Qaïda, en l'occurrence en Syrie, c'est très dangereux de faire ça, d'aller dans des zones pareilles. Jean-Philippe, oui. Mais écoutez, dans ce cas précis, il n'y a pas eu de danger pour le photographe qui a pris ces photos. Son identité est préservée quand même. Quand même on comprend quand on voit toute la série complète qu'il a travaillé, c'est terrible à dire, mais avec une immense liberté de mouvement et de travail. Parce que... On lui a demandé à un moment donné de photographier, enfin on lui a donné l'autorisation. Je ne sais pas si on l'a demandé, non, mais on l'a de toute évidence totalement autorisé. De manière très bien comprise, laisser faire son travail dans un but de propagande. Il y a une chose qu'on se doit de mentionner aussi dans la difficulté qu'on peut avoir, puisqu'on posait la question des relations que peuvent avoir des journalistes occidentaux, non musulmans, avec des responsables d'Al-Qaïda ou de mouvements affiliés. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que certains responsables ne peuvent pas se permettre, dans certains cas, de donner tranquillement une interview à un infidèle. Ça se fait perçu comme ça dans la galaxie. C'est aussi bête que ça. On parlait tout à l'heure de la nécessité de passer par des gens qui sont dans l'entourage, qui sont plus discrets, etc. Ces choses se font plus facilement dès lors qu'elles ne sont pas, disons, publiques, qu'elles n'exposent pas l'interlocuteur principal. Et ça nous amène aussi à comprendre la manière journalistique qu'on peut avoir pour aborder toutes ces questions. On a très bien compris, je pense, dans ce qu'on a déjà dit, à quel point elles étaient complexes en termes de couverture. Et c'est finalement par une multiplicité d'approches. On a parlé du financement. Le financement, ça peut consister à aller voir un banquier dans un bureau à un certain moment. Ça peut consister à comprendre dans les systèmes de transfert d'argent qui fait quoi, comment ça marche. Ça peut consister à aller voir des gens de toutes sortes qui ne sont pas forcément les combattants sur le terrain. Donc c'est un peu un dessin compliqué, qui est long, mais qui ne consiste pas à être sur un terrain de conflit directement en contact avec les principaux acteurs sur le terrain, pour la simple et bonne raison qu'en général, il se trouve qu'en plus il n'y a pas de ligne de front, pas de conflit ouvert, identifiable géographiquement. Donc la question d'Al-Qaïda pour les journalistes, elle est protéiforme aussi.
reste que s'approcher aujourd'hui d'un mouvement comme l'État islamique en Irak et au Levant, qui est donc affilié à Al-Qaïda et qui est présent dans cette zone nord-est de la Syrie essentiellement, c'est aujourd'hui dangereux pour un journaliste, et le mot est probablement faible, et on a forcément aussi une pensée ce soir pour nos amis, camarades, confrères, otages, y compris pour certains dans cette zone, on le sait très bien, hein. Je pense à Nicolas Hénin, à Pierre Torres, mais aussi bien sûr à François-Édouard Elias et à tous les autres. C'est dangereux de s'approcher de ces mouvements affiliés à Al-Qaïda pour un journaliste, particulièrement aujourd'hui en Syrie. C'est très dangereux. On peut dire que c'est dangereux pour des journalistes, c'est une évidence, mais il faut immédiatement avoir à l'esprit que les mêmes personnes qui sont susceptibles d'enlever tout journaliste qui passerait dans leur radar dans la région, dans le nord de la Syrie, travaillent avec des ONG occidentales avec lesquelles ils entretiennent des relations qui sont peut-être pas teintées de la confiance la plus absolue, mais enfin parce que ça les intéresse d'avoir des ONG qui viennent travailler, tolèrent leur présence, discutent avec eux, d'ailleurs fort bien en général, faire des gens intelligents, et la question des journalistes, c'est vrai, est particulière. Il y a en ce moment... Il y a carrément des consignes, enfin on le sait, sur les sites djihadistes aujourd'hui syriens, notamment, il y a des consignes pour enlever les journalistes. Il y a des consignes, il y a un marché, il y a tout à la fois, parce que il y a certains des journalistes qui sont enlevés, qui l'ont été, de manière générale en Syrie, qui l'ont été parfois par vraiment des criminels de petites volées. Enfin, et parce que le système fait en ce moment, qui est cet appel d'air et cette volonté d'utiliser politiquement et d'utiliser pour toutes sortes de raisons les otages, oui, la chasse est ouverte. Ça, c'est malheureusement le cas. Et la menace peut venir de tous les côtés. Il faut aussi avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que le fait de s'approcher de ces groupes-là peut vous conduire à être victime de représailles venant du camp d'en face. Enfin, bon, c'est une situation que les journalistes de guerre connaissent bien, mais qui est très sensible aujourd'hui en Syrie. Les derniers mois en Syrie ont été terribles de ce point de vue-là, parce que toutes les mauvaises raisons que peuvent avoir les gens très différents de se mettre à rechercher les journalistes pour les enlever se sont empilées les unes sur les autres. On parle vraiment des derniers mois comme une sorte d'envolée de ce point de vue-là. Ça a existé depuis les débuts du conflit, lorsque c'est devenu un conflit vraiment ouvert en Syrie, mais ça s'est vraiment intensifié formidablement dans les derniers mois. Oui, parce qu'il y a des consignes, et aussi parce qu'il y a un marché, oui, parce que voilà, toutes ces raisons se multiplient. Alors oui, la question du danger, j'ai presque un peu de réticence à en parler. Oui, en effet, c'est dangereux. Ça, on est un peu démunis, à vrai dire, face à cette question. Ça a un effet mécanique aussi, on en parlait avec Karel Lajon en préparant également cette soirée, vous me disiez, ça conduit les rédactions en chef à être réticentes, à envoyer des journalistes, et ça peut conduire à une forme d'hypocrisie aussi, c'est-à-dire que ce sont les pigistes qui vont. Juste sur ce point-là, Karel Lajon et après John Randall, sur cette question de l'hypocrisie, entre guillemets, enfin du risque de l'hypocrisie. Question là. Moi je suis au journal du dimanche, j'appartiens au groupe Lagardère. Didier François est un Européen qui appartient également à Lagardère. Donc nous, le signe du groupe, c'est on n'envoie personne sur le terrain. Avant que Didier François soit libéré, sans doute. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on utilise des pigistes ou pas? La question s'est posée récemment. La décision de la direction a été de ne plus envoyer des pigistes parce qu'ils ne voulaient pas avoir la responsabilité morale, je suppose, s'il arrivait quelque chose. Donc, en fonction de chaque média, chacun décide, mais c'est sûr que c'est assez compliqué. Allez-y, Karel. Non, je veux juste rajouter qu'à partir du moment où on a quelque chose à cacher, c'est toujours très compliqué et très dangereux pour un journaliste. Bon, la Syrie bien évidemment, mais le génocide au Rwanda, il n'y a personne, personne n'était là, les gens partaient à 9h du matin, m'achetaient jusqu'à 16h, Jean Ratzfeld il l'a raconté très bien dans ses livres, personne, il n'y a pas une photo. Il faut penser que dès que vous avez quelque chose à cacher, vous n'allez pas laisser approcher un journaliste ou quelqu'un qui serait susceptible donc de prendre des photos et de montrer au monde que les Serbes n'ont pas non plus été très accueillants avec les journalistes. Et je peux remonter comme ça à la Deuxième Guerre mondiale. C'était voilà, à partir du moment où on a quelque chose à cacher, on est rarement très
très chaleureux, quoi. Alors, on va prendre une première série de questions dans le public, mais d'abord, John Randall, vous voulez intervenir. Allez-y. Je voulais un peu regarder le problème de nos côtés. La nature des guerres a énormément changé. La nature de nos métiers respectifs, parce que j'étais dans la presse écrite, je conçois bien qu'un journaliste comme M. Rémy travaille avec un photographe en équipe. Il y a tout. Et le vrai problème, et c'est un problème que j'ai dû affronter en 2002-2003, lorsque, je m'excuse, ça me semblait un peu compliqué, mais cela doit au but du problème du reporter de guerre. En 2002-2003, j'ai reçu un mandat international de témoigner devant le tribunal criminel sur l'ex-Yougoslavie. Et pour un papier que j'avais écrit 9 ans auparavant dans mon journal, le Washington Post. Et j'ai refusé. J'ai refusé pour des raisons peut-être futiles, mais par la suite, mon journal, pour des raisons qui n'est pas forcément les miennes, je vais expliquer les nuances, a accepté de me défendre. Ça coûte une fortune, plus de 100 000 euros. On est en train de pas découvrir, mais de redécouvrir en Syrie. Didier François, c'est un copain de 30 ans. Je m'excuse de parler que de lui, mais c'est le seul que je connais personnellement. Ma défense, et j'ai finalement persuadé mes avocats, qui étaient réticents au début, et on a gagné une grande victoire, entre guillemets, c'est de dire que les journalistes, les correspondants de guerre, sont plus obligés de témoigner devant les tribunaux internationaux. Et pourquoi c'est important? C'est parce que je ne suis pas un auxiliaire de justice. Si j'ai fait mon boulot correctement, c'est dans mon papier, ou dans les photos de très bons photographes. Et je trouve que il faut se protéger, il n'y a plus de lignes, il n'y a plus de... Si on veut parler aux uns aux autres, et heureusement, tous les seigneurs de guerre ne sont pas aussi difficiles, entre guillemets, que ceux de Al-Qaïda. Ils sont difficiles, ils sont susceptibles. S'ils croient que le reporter A va témoigner dans un mois, dans un an, mais dans mon cas, 9 ans après, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il ne va rien dire, il ne va pas le recevoir, soit imputé. Et il y a eu des journalistes tués comme ça. Donc, pour nous, le problème de terrorisme est là. C'est pas simplement des terroristes, de manière générale, la nature de la guerre a changé, la nature de couverture a changé. On n'est plus comme il y a 20 ans. Et j'ai vu, vers la fin de ma soi-disant carrière, ce glissement. Et donc, je m'excuse de vous en parler, c'est pas forcément le sujet de notre conversation, mais je veux que le public comprenne qu'il y a des raisons, que les journalistes ne sont pas déjà par leur témoignage, ils risquent leur peau. Il ne faut pas en plus leur demander de témoigner devant les tribunaux, surtout pour des choses que malheureusement les tribunaux le boulot qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Et je sais que j'étais très critiqué, surtout en Europe, et on ne comprenait pas. Moi, qui avais fait couvert les guerres depuis 40 ans, pourquoi moi, je refusais de témoigner. Et je sais que beaucoup de mes amis qui ont travaillé pour les ONG n'ont pas compris non plus, mais je veux qu'on comprenne ce soir que ce que mes collègues beaucoup plus jeunes maintenant continuent à faire, c'est pas de la tarte, c'est très dangereux. Alors, est-ce qu'il y a, avant de parler de la communication et de la stratégie de communication d'Al-Qaïda et des difficultés que ça pose dans la relation à l'information, est-ce qu'il y a déjà quelques questions parmi vous sur cette question de l'accès, on va dire, autour duquel on a tourné, de l'accès à Al-Qaïda pour le journaliste, que ce soit à ses leaders, à ses membres. Je vois une main qui se lève par là. Allez-y. Et je crois que c'est Thomas d'Andois d'Arte qui veut peut-être répondre à Ziad Bifraoui. Oui, je voulais prendre la parole parce que je n'ai pas été épargné.
Je voulais dire déjà plusieurs choses. Des leaders d'Al-Qaïda, pas d'Al-Qaïda, mais des Shebab, j'en ai rencontré plusieurs à différents moments, notamment Sheikh Robo, qui avait un discours parfois plus subtil, mais pas toujours plus subtil que ce qu'on entendait dans l'extrait qui était cité. Je rappelle aussi, encore une fois, que le reportage mettait plus en perspective que ce qu'on entendait. Mais Sheikh Robo, il m'avait dit, si je croise Ben Laden, je lui baise le front. Ce qui n'était pas d'une subtilité extraordinaire. Et ça, c'était en 2006. Donc j'avais eu l'occasion vraiment de les rencontrer, et à plusieurs reprises. Et après, je voulais aussi poser une question à tous les interlocuteurs qui sont là sur le plateau. Je voulais dire aussi qu'à cette époque-là, je n'avais pas vu beaucoup de journalistes en Somalie. Hein. J'étais un petit peu tout seul. Peut-être Jean-Philippe Rémy est allé à cette période-là. Je sais qu'il est allé assez souvent. Mais il n'y avait quand même pas grand monde. Et alors, ma question, puisqu'il va y avoir une question quand même, c'est qu'est-ce qu'on fait quand l'accès est aussi difficile et quand les chefs ne parlent plus, quand on vous refuse tout l'accès? Est-ce qu'on fait un reportage sans parler des Shebab, sans essayer de leur donner la parole? Mon choix, ça a été d'essayer de leur donner la parole en prenant tous les moyens à disposition. Le caméraman qui était allé les rencontrer, j'avais travaillé beaucoup avec lui, c'était un Somalien, et je savais que c'était quelqu'un de confiance pour l'avoir beaucoup fréquenté. Ma question, c'est la suivante, c'est ça, c'est comment on fait quand toutes les portes se ferment et quand aussi en tant qu'occidental, on n'a plus accès. Est-ce qu'on ne donne plus l'information? Est-ce qu'on renonce à l'autre camp? Est-ce qu'on renonce? Ben non, on ne va pas renoncer. Enfin, je ne veux pas répondre à votre place, mais allez-y. Oui, c'est l'essentiel de la question que pose Thomas Landroit. C'est quand c'est tellement compliqué. En même temps, il faut bien essayer d'informer, donc on fait comment? Jean-Philippe Rémy. Il y a une façon très simple de répondre à cette question que Annie Ourdan, qui est assis au premier rang ici, utilise aussi avec générosité, et qui dit tout simplement on n'en apprend pas plus en restant à la maison. C'est compliqué, c'est vrai, je disais tout à l'heure, je crois que c'est par plusieurs approches aussi qu'on arrive à cerner des questions du mieux possible. Ça signifie pas qu'il faille arrêter, enfin ça va sans dire, bah oui, c'est compliqué. Ça veut dire que parfois on est contraint de recourir à des moyens indirects. C'est mieux que rien. C'est un peu ça ce que nous dit Thomas. Oui, enfin, c'est une question par cas. Je ne sais pas si on peut comme ça fixer des règles sur la totalité des cas, des différents mouvements, des différentes régions. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Bon, peu c'est mieux que bien. Enfin voilà, autant de choses évidentes, quoi. Je crois. Tout le monde est d'accord là-dessus. Peu c'est mieux que bien. Là-bas, monsieur, vas-y. Je sais pas s'il y a un micro qui est dans le coin. Là. On va en prendre une ou deux encore, puis je vais vous redonner la parole régulièrement tout à l'heure. Et on va parler de communication juste après. Allez-y, vous avez un micro, vous pouvez y aller. Bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Comme vous le savez, Ben Laden a été tué au Pakistan et le gouvernement pakistanais a dit qu'il ne savait pas que Ben Laden était caché au Pakistan, alors qu'il habitait quand même apparemment une assez belle demeure. Et je me demandais, est-ce qu'il pourrait y avoir des possibilités que des pays, par des biais d'économie souterraine, puissent financer Al-Qaïda ou alors fournir des aides à Al-Qaïda? Alors la question on va dire spécifiquement sur le Pakistan, de l'ambiguïté des services pakistanais par rapport à Ben Laden est une question assez récurrente. Hein. Cela dit, on pourrait aussi la soulever par exemple sur la question des services algériens vis-à-vis d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. On peut la tricoter cette question dans un certain endroit. Peut-être John Randall Le jeu pakistanais est très compliqué. La force principale au Pakistan s'appelle ISI, qui est le DGSE du coin, et il est tout à fait possible, et bien probable, que les services de ISI savaient très bien où se trouvait M. Ben Laden.
pourquoi ils n'ont pas agi, pourquoi ils n'ont pas dit ça à nos petits copains américains qui finançaient par millions de dollars l'armée pakistanaise. Voilà un des secrets du Pakistan, qui est un des pays les plus corrompus, le plus compliqué et le plus... c'est jouer à l'échec, comment ça s'appelle, en 3 dimensions. Donc, encore une fois, qui avait intérêt à garder Ben Laden à Abbottabad? D'une certaine manière, ce n'était pas très intelligent. Abbottabad était le siège de l'académie militaire. Lorsqu'on a découvert, les Américains ont découvert qu'il était là, les Pakistanais étaient très embarrassés, pour le moment, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, qui dit quoi, qui finance quoi, comment dire en anglais, you spend your money, you take your chance. Vous pouvez miser sur tous les chevaux. Encore peut-être une troisième question, ou on enchaîne si vous voulez, je ne sais pas. Là, voilà, il y en a une là, et puis après on parle communication. Allez-y, madame. Oui, je vous vois mal. Oui. Je voulais juste parler, les rédactions n'envoient pas forcément de journalistes parce que, bon, voilà. Ensuite, les pigistes n'y vont pas non plus éthique, morale, danger. Donc, qu'est-ce qui reste sur place? Vous parlez de la Syrie, là, j'imagine. Je parle de la Syrie, oui, parce que j'ai vu, il y avait une page spéciale de West France aujourd'hui, où il y avait 2 très jeunes freelances, alors vraiment très très jeunes, qui sortaient pratiquement des écoles de journalisme, qui sont partis à leurs frais. Et donc, dans des conditions absolument... ils en parlent à peine, tellement ils le disent à l'arrache, bien sûr, hein, mais on peut imaginer tout ce que ça représente en tant que danger. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand ils sont quand même rentrés avec des reportages, des photos, etc., ils n'ont intéressé aucune rédaction. Donc là, moi, je me pose vraiment la question, qu'est-ce que c'est que cette information? On la voit des jeunes, on va dire, vraiment à poil, et puis quand ils reviennent avec des choses, on ne les reçoit même pas. Alors moi, j'ai pas vu l'article en question, je suis un peu surpris qu'il n'ait intéressé aucune rédaction, mais je ne connais pas l'histoire dans ses détails. Plus souvent, quand même, c'est ce que j'employais le mot hypocrisie tout à l'heure, c'est plutôt à ça qu'on est confronté, c'est-à-dire cette forme d'hypocrisie. Certaines réactions peuvent fermer les yeux sur le fait qu'il y a des pigistes, et puis une fois que les pigistes rentrent, en revanche, on sera bien content d'utiliser leur sujet. Ça a toujours existé, bon là c'est amplifié parce que les rédactions ont de plus en plus de réticence à envoyer du staff quoi. Mais vous remontez très très loin, les journalistes, les photographes aguerris qui sont rentrés du Vietnam, de je ne sais où, en disant voilà j'ai ça, ça et ça, et mon rédacteur en chef m'a dit bah oui mais tu comprends, il y a un défilé de mode et tout ça existe depuis très très longtemps, donc ça paraît choquant aujourd'hui parce que à l'époque, les photographes ou les journalistes n'avaient pas ce genre de commentaires, on n'était pas dans l'information tout le temps, et surtout dans je vais vous dire ce que je pense, quels sont mes états d'âme. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on dit qu'on va mal, on dit qu'on a faim, on dit qu'on a froid, et tout ça. Bon, donc c'est amplifié, mais non, c'est voilà. Jean-Philippe, non, un mot là-dessus. Bon, je crois que la Syrie, c'est un cas évidemment un peu particulier à cause de son danger, à cause de tout le reste. Qu'il y ait des rédactions réticentes pour envoyer des journalistes, c'est sans doute le cas. Je n'ai pas une idée très claire de ça, mais je vois bien sur le terrain le peu de journalistes qui s'y trouvent, donc ça désigne le problème en creux. De savoir si c'est en théorie compensé par des pigistes qui s'y rendraient de leur propre chef, parce que par définition c'est le cas, enfin, en général. Ça en revanche, je ne sais pas. Les terrains de conflit, d'une manière générale, sont aussi des moments où il y a des jeunes journalistes qui ont envie de ça. C'est des moments qui sont dangereux parce que sinon le conflit, il vaut mieux faire autre chose. Mais c'est aussi des moments parfois exaltants et qui parfois permettent de percer dans une profession qui est aussi artisanale, qui n'est pas régie par une grille des salaires généralisée, etc. Donc, dans tout ce chaos qui est la Syrie, il y a des gens qui prennent des risques du coup qui sont considérables. C'est grave pour des pigistes débutants, inexpérimentés, sans moyens, sans relations, sans expérience et tout le reste. Je crois que
le message est passé que c'était un terrain tellement dangereux qu'il était finalement extrêmement exigeant aussi, et que je ne crois pas que ce soit une question d'argent, d'ailleurs je le dis en passant, c'est pas parce qu'il faudrait arriver en Syrie avec beaucoup d'argent qu'on s'en tirerait mieux. Il y a des cas de gens avec beaucoup d'argent pour lesquels c'est très mal passé, des gens sans argent, enfin, bref, ça n'est pas la question centrale. C'est un endroit très dangereux et dangereux pour tout le monde. Le fait que la rédaction soit frileuse sur la question d'envoyer des journalistes de leur propre équipe vers un terrain comme la Syrie, c'est évidemment lié à ce danger. Si on imagine que dans la poursuite de ce qui s'est passé à travers le monde arabe, qu'on appelle les printemps ici, il y a eu un gigantesque afflux de nouveaux talents, de nouveaux journalistes, de photographes, écrivains, vidéastes, tous les genres étaient représentés, que ça fait émerger des gens absolument géniaux d'ailleurs. La Syrie a été un peu la voie d'atterrissage brutale. La Libye a été un moment très fort où il a été possible de couvrir une guerre avec une apparence et parfois une réalité de liberté, d'approche des combats même, qui était assez rare et qui était assez propice justement à ce que des gens débutants puissent montrer leur qualité. La Syrie, c'est impitoyable en quelque sorte. Et je ne suis pas sûr que la leçon à en tirer, ce soit qu'il y ait plein de rédactions qui trichent et qui se... Je ne sais pas s'il y a des statistiques sur le sujet, je ne sais pas si on peut cerner cette question, je ne suis même pas sûr qu'elle soit pertinente. Il y a des rédactions qui se comportent mal avec les journalistes, y compris, je ne sais pas, sans doute en Normandie. Enfin, c'est sans doute pas un phénomène qui est limité à la Syrie, c'est un problème de relation avec certaines rédactions. Je crois que ce serait une erreur d'imaginer que les rédactions, dans leur grande majorité, se sont dit non, surtout n'envoyons pas nos chers employés, gardons-les au chaud près de la machine à café. Et il y a des petits gars courageux qu'on envoie, d'ailleurs souvent c'est pas le cas, ils s'envoient eux-mêmes parce qu'ils ont envie de tenter l'aventure et l'expérience. Seulement, elle est vraiment dangereuse, oui. Là, je crois que le message est passé. De toute façon, on va se retrouver face à l'inverse, qui a quasiment plus personne. Moi, ça, d'un certain point de vue, là ce soir, je le dis, c'est quelque chose d'assez préoccupant aussi, de plus avoir du tout. Il n'y avait déjà pas beaucoup en Syrie de gens capables, chacun dans leur région, chacun à leur niveau, de rapporter des propos, des idées, enfin bref, de faire une couverture. On est face à une situation un peu d'extinction littéralement de la couverture journalistique qui laisse en plus toute la place à la propagande. Je crois qu'on va aborder un peu ce sujet aussi, et aussi aux opinions diverses et variées, y compris les plus fantaisistes. Moi ça me fait plus peur que ce déséquilibre éventuel et qui demande à mon avis à être prouvé entre ce qu'on écrivait sur les rédactions. Voilà, là où l'information disparaît, la communication règne en maître. Et c'est vrai que sur ce sujet d'Al-Qaïda, et là on ouvre un autre chapitre, l'information est confrontée, John Randall l'a dit d'entrée tout à l'heure, avec raison, à la stratégie de communication très élaborée d'Al-Qaïda. Depuis le début, il y a une profusion de documents diffusés par Al-Qaïda et ses différentes franchises. Alors, on va prendre, on va dire, un exemple classique. C'est un document audio de Ben Laden transmis à Al Jazeera en 2007. تحدث زعماء الغرب وخاصة بوش وبلير وساركوزي وبرام عن الحرية وحقوق الإنسان باستخدام هذا. لذا فإني أقول لكم فكما تحررتم من قبل من عبودية الرهبان والملوك والإقطاع فينبغي عليكم اليوم أن تتحرروا من الخدع والقيود والاستنزاف للنظام الرأسمالي. ولو تدبرتم فيه جيدا لوجدتم أنه في المآل نظام أشد قسوة وشراسة من أنظمتكم في القرون الوسطى. فالنظام الرأسمالي يهدف لجعل العالم كله إقطاعية للشركات الكبرى تحت مسمى العولمة لحماية الديمقراطية.
où l'on voit bien d'ailleurs qu'il y a un discours politique, presque davantage qu'un discours religieux dans cet exemple-là, mais qui recoupe le discours politique de certains partis. Absolument. Azam al-Difraoui, depuis le début, et très vite, Al-Qaïda a développé une stratégie de communication omniprésente avec une littérature abondante et en affirmant d'entrée que, c'est d'ailleurs je crois que c'est la formule de Zawahiri, 50% du djihad est médiatique. Donc il n'y aurait probablement plus d'Al-Qaïda s'il n'y avait pas eu cette stratégie de communication très élaborée, très codifiée de la part d'Al-Qaïda et de toutes ses franchises. Mais je pense qu'on peut affirmer qu'Al-Qaïda n'existera plus sans une stratégie de communication de grande ampleur. Mais surtout, si on regarde encore toute la mouvance djihadiste, Al-Qaïda c'est une infime partie d'une mouvance beaucoup plus large. Comme on va au Mali, au Nigeria, tout ça c'est pas réellement des affiliés d'Al-Qaïda, mais adeptes d'une idéologie qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme. Et sans la propagande d'Al-Qaïda, cette idéologie du djihadisme ne serait pas assez répandue partout dans le monde. Sans la propagande qui a véhiculé une culture de djihad par Al-Qaïda, on n'aura pas des petits Mohamed Merah qui font tellement de dommages, tellement de dégâts en France, on n'aura pas ce qu'on appelle le loup solitaire en Europe, aux États-Unis. Donc la propagande n'a pas uniquement garanti la survie d'Al-Qaïda, mais répandu cette idéologie très dangereuse du djihadisme partout au monde, inclus dans le monde occidental. Et on a la sensation que les médias sont mécaniquement piégés par ça. C'est-à-dire que ces vidéos, y compris ces vidéos de revendication, etc., qui sont transmises aux médias, elles sont une forme d'information malgré tout. Donc on est tenté de les diffuser, mais en même temps, dès l'instant où on en diffuse ne serait-ce qu'une image, on participe mécaniquement, on est l'allié mécanique du terrorisme. Je pense tout le monde. Je pense pas. Non, je pense pas du tout. Les médias ont un rôle très spécifique, et on devrait vraiment expliquer qu'est-ce que c'est cette idéologie. Et aujourd'hui, le transport de ces messages et ces vidéos, ça ne se passe plus par les médias classiques, c'est dans les réseaux sociaux, c'est ça depuis plus tard de la guerre d'Irak, où des jeunes dans la banlieue parisienne passent 10-15 heures chaque soir ensuite de regarder les dernières nouveautés des djihadistes, et qu'ils ont peu à peu convaincus par YouTube ou des sites djihadistes que le djihadisme est une idéologie valable, et c'est plus du tout le média classique qu'on peut accuser de faire en quelque sorte la propagande du djihadisme. Mais ça a été le cas sur la décennie d'avant. Ce que vous décrivez, c'est la situation d'aujourd'hui, mais c'était pas nécessairement la situation d'il y a 10 ans. Non, je pense pas, ça peut être fait connaître Ben Laden, mais ça c'est tout. Mais John Randall et Karen Agent sur ce. Est-ce qu'on est mécaniquement piégé en quelque sorte les médias par la communication d'Al-Qaïda? Je crois allez-y, John Randall. Je crois, moi maintenant qu'il y a 10 ans, il y a 11 ans, à l'époque, c'était le phénomène d'Al-Qaïda et le phénomène de Ben Laden, c'était une vraie nouveauté. Maintenant, on est un peu plus blasé. Il ne faut pas oublier que même George W. Bush, qui avait inventé GWAT, Global War Terrorism, laissé tomber la formule bien avant sa sortie de la Maison-Blanche. Il faut vraiment beaucoup de choses telles que l'affaire de Nairobi, pour que le public s'intéresse au terrorisme. On devient blasé. La première fois, c'est terrible. La deuxième fois, oui, on a déjà vu ça. Et il ne faut pas oublier non plus que depuis le 11 septembre, ils n'ont pas pu monter des spectaculaires, au moins dans le pays. Et même en Europe, lorsqu'il y a eu, et à Londres et à Madrid, des choses terribles, les sociétés européennes avaient été déjà blindées. Il y avait déjà en Angleterre l'expérience de l'IRA, des terroristes irlandais, et en Espagne l'État. Donc le public européen encaissait plus facilement que le public américain. Et donc, à mon sens, peut-être il faudrait qu'on tous fasse un énorme effort de dire quelle est la vraie portée
et Al-Qaïda, quelle est la vraie portée du terrorisme, sans le négliger. Mais dire, lorsqu'aux États-Unis, il me semble, tous les 3 minutes, tous les 3 jours, il y a un jeune garçon déséquilibré qui descend d'une demi-douzaine de ses concitoyens, et si on ajoute toutes les victimes, probablement, et je ne sais pas, j'affirme qu'il y a davantage de victimes que les quelques pauvres mecs qu'on a, quel est le mot, piégés pour monter des affaires et qui a permis aux flics aux États-Unis de dire voilà, on a arrêté cette tentative. Donc on surmédiatise et ça sert à Al-Qaïda. Je crois qu'on devient tous, pour bien ou pour mal, plus habitués au truc, au système. Donc on est un peu plus intelligent. Et rien, mais il faut toujours, lorsque je pense à milliards de dollars dépensés aux États-Unis contre le terrorisme, je connais des gens qui étaient des attachés militaires au Moyen-Orient nuls, qui ont formé leur propre compagnie de sécurité, qui empochent des millions de dollars, et c'est la folie furieuse. Et quel est le vrai danger? Qu'est-ce qu'on peut faire logiquement et cessant de faire peur à tout le monde? Karine Agent. Moi, je voulais dire que si on est piégé, on est piégé dans ce sens qu'on est, les médias sont à la traîne. Parce qu'à partir du moment où Ben Laden, au début il a parlé aux médias occidentaux, il a compris que ça ferait un son de 60 secondes, il a monté donc sa propre boîte de communication, si je puis dire. Ils ont eu leur créneau, ils n'ont absolument pas besoin de la communication classique, ils n'ont absolument pas besoin de nous. Donc nous, les médias classiques, on se retrouve systématiquement à la traîne, et quand il y a un attentat, qu'est-ce qu'on fait? Ce que vient de dire Jonathan, c'est-à-dire qu'on surmédiatise. Donc là, oui, on est coincé, enfin on est piégé, parce qu'on est d'un côté, on n'a rien, on n'a pas été en contact direct avec ces gens-là, on subit de bout en bout, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, leur système de leur stratégie de communication. Alors est-ce qu'elle a été pensée à un moment donné dans une grotte au fin fond de Tora Bora, je ne sais rien, et est-ce qu'elle est encore pensée aujourd'hui? Mais en tout cas, le résultat, il est là, c'est que c'est une forme de piège où nous, les journalistes classiques, on se débat et on peut pas, en tout cas on n'anticipe jamais, ça c'est sûr. Alors on va se livrer à une petite expérience, vous allez voir, très simple, on va essayer de faire, si je m'en sors, une petite navigation sur internet, mais j'aimerais d'abord, Azim El-Difraï, que vous nous expliquiez comment, grosso modo, Al-Qaïda est parfaitement structuré, c'est-à-dire qu'il y a une agence de presse dans chaque franchise avec des codes vidéo, avec des codes couleurs, avec des symboles, enfin tout ça est extrêmement codifié, arrangé, préparé. Ça a été la génération télé, on est passé à la génération internet, mais tout ça est totalement structuré, imaginé, conçu stratégiquement. Donc on ne peut pas dire que Al-Qaïda est extrêmement organisée aujourd'hui. Mais c'est encore pire, Al-Qaïda n'a plus besoin d'être organisé. À savoir, à l'origine, le djihadisme a développé une stratégie de communication qui voulait créer plein de jeunes imitateurs partout au monde. Plein de petites cellules médias qui peuvent reproduire ce qu'Al-Qaïda a produit à l'origine, qui accepte et adapte complètement le code djihadiste. Et maintenant, par exemple, tous les autres mouvements djihadistes, ils ont compris qu'il faut avoir une cellule de communication qu'ils ne savaient pas apparemment. Par exemple, Al-Qaïda au Maghreb, qui est quand même le résultat d'une mutation de djihadistes algériens. Les djihadistes algériens, ils n'avaient jamais une structure de communication efficace. Mais pour prendre le nom Al-Qaïda, l'une des conditions, c'était d'adopter les codes de com. Al-Qaïda a imposé aux Algériens d'adapter le code de la communication, inclus de couleurs, le nom, comment fabriquer des vidéos. Donc maintenant, c'est tellement décentralisé que même si Al-Qaïda centrale, et c'est comment on appelle le reste d'Al-Qaïda autour d'Ayman al-Zawahiri, probablement au Waziristan ou en Afghanistan, Al-Qaïda centrale communique très peu parce qu'ils ont tellement des adeptes autour du monde qui font ça pour eux.
Et donc ce qu'on a vu se développer ces dernières années, c'est ce qu'on appelle entre guillemets djihad online. Et j'aimerais bien, vous allez voir, on va se livrer à la petite expérience, je vous disais, sur internet de navigation, à travers par exemple une revue qui vient de Al-Qaïda arabique, voilà, qui s'appelle Inspire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Zinedine Fraoui, de cette revue? Vous allez voir, en même temps, moi je vais la chercher sur internet, parce qu'on se dit, ah oui, enfin c'est compliqué d'accéder à ce genre de documents, il faut être un professionnel. Pas du tout. Vous allez voir, il suffit de connaître le nom de la revue qui s'appelle Inspire. Pendant que Zinedine Fraoui nous explique, moi je vais essayer de la chercher. D'ailleurs, je vais faire Inspire plus Al-Qaïda sur Google. Inspire est très intéressant parce que c'est vraiment la revue haut de gamme du djihadisme. Quand on imprime la page d'Inspire, on a l'impression d'avoir en main, je ne sais pas, une Vogue djihadiste, un grand magazine djihadiste, qui était pensé et fait par des yéménites d'origine américaine. Qu'ils ont eu un peu d'expérience dans la presse, mais qu'ils ont vraiment travaillé chaque édition avec beaucoup de soins. Voilà, aussi avec des titres très accrocheurs. Je vais faire un titre d'un article qui s'appelait « Comment faire une bombe dans la cuisine de ma mère ». Voilà, par exemple, vous trouvez quelques liens, alors je vais passer le Wikipédia, etc. Mais par exemple, si vous allez, vous trouvez assez vite, par exemple, Jihadology, vous allez dessus. Voilà, on va voir si ça vient. Ouais, on va trouver, je pense. Du moins, je l'espère. Il faut préciser que c'est une revue, j'espère qu'on va accéder jusqu'au document. C'est une revue qui est. J'ai l'impression que c'est Vogue. Enfin, non, mais j'exagère à peine, c'est-à-dire que le design est parfait. C'est aussi une revue qui a destination de l'extérieur lointain. Qui est censé aussi attirer de manière facile, attractive. On parlait d'Alain Riquet tout à l'heure, qui est né aux États-Unis d'ailleurs, d'où son surnom, en Somalie. C'est cette clientèle-là aussi que cet effort de la communication, si on commence à entrer dans cette question, elle porte sur des axes très différents. La démonstration de force du terrorisme dans l'effroi qu'il suscite et la terreur qu'il est censé créer dans ces sites, c'est une chose, mais il y a aussi le recrutement international de jeunes gens qui sont dans les pays occidentaux en général et qui sont susceptibles de rejoindre le djihad, séduits par eux. Il y a quelque chose, moi, qui me frappe beaucoup quand je regarde on est sur Inspire, etc. On est sur le numéro 10, donc c'était cette année. Donc là, vous avez le mode d'emploi pour remettre le feu à un véhicule quand il est garé. C'est très excitant et c'est très héroïque. Voilà, c'est très simple. C'est à destination de l'extérieur, justement. C'est pas un discours au fond ultra élaboré. C'est séduisant comme vous allez voir, vous voyez, je me promène un peu sur la mise en page. Est-ce que c'est encore l'extérieur? Est-ce que c'est encore l'extérieur? C'est-à-dire les musulmans partout dans le monde. Donc nous, on aperçoit ça comme extérieur, mais pour eux, c'est la mouvance dans le sens large. Quand je dis l'extérieur, je veux dire des gens qui, a priori, ne sont pas susceptibles, pour des raisons simplement géographiques déjà, de rejoindre simplement. Des gens qui se convertissent et qui trouvent que c'est une aventure absolument merveilleuse parce qu'elle est héroïque. Il faut relire tous les écrivains de la guerre, et notamment de la Première Guerre mondiale. On retrouve cette même nature de l'héroïsme, c'est terrible à dire, mais on est sur des choses fondamentales humaines, compliquées, qui n'est pas si simple d'écarter comme ça d'un... Je ne suis pas en train de les justifier, vous comprenez bien, mais simplement il faut comprendre sur quel ressort on est. Et toute l'œuvre de communication, j'appelle ça quand même l'extérieur, parce que je pense que le jeune homme qui est en train de faire des études de mathématiques, qui est brillant et qui serait devenu ingénieur et qui décide de rejoindre le djihad, il y a quelques-uns, bon, pour moi ça reste quand même un peu l'extérieur. Dans la conception, évidemment, de ceux qui pensent que l'Oumma, de toute façon, ne fait qu'une, c'est une autre question. Mais ça reste quand même des cibles un peu plus lointaines que des gens sortis des madrassas du Waziristan. On va se livrer, allez-y, on va essayer de se livrer à une autre expérience. Je vais essayer de relancer Internet. C'est que vous pouvez aussi vous dire que oui, mais tout ça c'est très loin de chez moi. Et en fait, c'est pas très loin de chez vous, puisque par exemple, on va aller chercher un site qui s'appelle Ansar al-Haq, qui est très présent en France, et il se trouve que l'un de ses animateurs principaux, qui vient d'être arrêté il y a quelques semaines,
qui se faisait surnommer Abou Sian al-Normandie, vivait à Hérouville-Saint-Clair. Et c'était lui l'un des principaux animateurs de Ansar al-Haq. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, je l'ai trouvé. Je fais Ansar al-Haq sur Google, je tombe sur. C'est la première proposition. On va voir si ça se charge ou pas. Voilà, ça se charge. Et alors, particulièrement, si vous allez sur les forums, vous allez trouver plein de vidéos de groupes djihadistes un peu partout dans le monde. Est-ce que. Petit note en bas de page, on parlait de comment fabriquer sa propre bobinette, et en fin de compte, c'est pas Al-Qaïda qui a inventé ça, ils ont copié ça sur les pages de l'extrême droite américaine. Donc, vive l'Internet, ne faisons pas de Al-Qaïda des grands génies capables. Mais ça, c'est un sujet très important. Aujourd'hui, on a un nouvel phénomène. Hein, que, par exemple, exactement la même veine, Breivik qui a commis des attentats en Norvège était lui-même comme extrême droite. C'est pas uniquement Al-Qaïda qui s'inspire par l'extrême droite. L'extrême droite, comme Breivik en Norvège, était très inspiré par Al-Qaïda. Il a écrit dans son opus pour justifier les attentats qu'il admirait la stratégie de communication de Ben Laden. Donc il y a vraiment, grâce à la toile ou grâce à l'Internet, des mouvements extrémistes qui peuvent s'inspirer mutuellement. Donc là, par exemple, sur un site comme Ansar al-Haq, où il y a, je ne sais pas si on va arriver jusqu'à le bas de la page, mais moi j'y étais par exemple tout à l'heure, on a fait un essai, il y avait quand même de l'ordre de 700-800 personnes qui étaient connectées en même temps dessus, hein, et il y avait un nombre de contributeurs qui s'élevait à plus de 5000 ou quelque chose du genre. On n'est pas non plus sur 5 personnes, hein, je veux dire, c'est relativement significatif. Si on peut regarder la pornographie par million, pourquoi pas quelques centaines. Alors, est-ce qu'il y a à nouveau sur ce volet, avant qu'on va dans un deuxième temps, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, on va essayer d'explorer un petit peu plus avant chaque situation régionale. Mais sur cette question de l'information face à la communication d'Al-Qaïda, est-ce qu'il y a là à nouveau quelques questions dans la salle? Allez-y, n'hésitez pas, il va y avoir des micros qui se promènent là-bas. Allez-y, monsieur. Bonjour, Romain Mialcarec, je suis journaliste. Une question sur le traitement de ce sujet de la communication d'Al-Qaïda. Il y a plusieurs des exemples qu'on vient de prendre qui sont très intéressants et sur lesquels j'ai moi-même travaillé. On a une capacité, alors je dis nous journalistes, mais peut-être nous occidentaux en général, à s'extasier devant ce que fait Al-Qaïda en termes de communication, alors que finalement la plupart des outils qu'ils mettent en œuvre sont pratiqués par, je vais dire, les armées occidentales en général, mais les institutions, les partis politiques, les petits jeux vidéo, le magazine, alors avec certes une maquette assez séduisante, mais quand on lit le contenu, c'est quand même assez, on va dire, basique pour rester poli. Comment, en tant que journaliste, on peut, je ne sais pas si on peut parler de neutralité, mais essayer de rester un peu objectif face à ce sujet-là. Pourquoi s'extasier devant des outils en termes de communication qui sont finalement assez basiques, hein, on apprend ça en licence d'Infocom dans toutes les universités françaises. Et pourquoi ne pas plus bloquer finalement sur les outils qui sont mis en place par les Occidentaux pour affronter ça? Est-ce qu'on n'a pas tendance nous-mêmes, en tant que journalistes, à considérer vraiment qu'il y a un camp allié et un camp ennemi là-dedans? Alors, qui veut essayer de répondre? Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui. Sur le parallèle établi entre la communication d'Al-Qaïda et les armées occidentales, vous y allez un peu fort quand même. Je ne pense pas que l'appel au meurtre généralisé en musique soit le mode de communication si répandu que ça. Que la communication existe partout dans le monde, c'est un fait. Que le journalisme soit un ennemi fondamental, si c'est cet ennemi-là auquel vous faites allusion, alors là oui. Est-ce que Al-Qaïda est traité comme ennemi par les journalistes occidentaux? Chacun répondra, je ne crois pas personnellement en être un. La globale aussi simple, où il y aurait juste quelques journalistes qui, peut-être un peu égarés, grossiraient avec des loupes ou quelque chose comme ça, une coccinelle pour en faire un animal monstrueux.
il y a des éléments qui sont observables, comme par exemple si on prend l'impact qu'ont les actes d'attaque, de terrorisme, de tout ce qui relève de cette famille-là. Je vous ramène un instant dans la zone de la Somalie, mais les Shabab, pendant la Coupe du Monde de football, ont fait un attentat à Kampala, en Ouganda. Ils ont mis dans 3 endroits simultanément, des lieux où les gens regardaient d'ailleurs la Coupe du Monde, des gens avec des kamikazes qui sont fait exploser au milieu de foule et qui ont tué, je crois que c'était quasiment 200 personnes. Une boucherie atroce qui est complètement passée à la trappe dans la couverture mondiale des médias. Honte à la sphère médiatique d'avoir été aussi aveugle à ce moment-là. Ils attaquent, et instruits par cette expérience de leur point de vue, je crois, ça ne sert à rien de faire les choses ainsi. Ils ont cette année fait ce que vous avez tous vu, et comme les photos l'ont montré de manière assez efficace, fait un attentat, une attaque extrêmement spectaculaire dans un lieu susceptible d'attirer. Il y a de bonnes raisons de penser que c'est pas l'effet du hasard, mais une stratégie destinée à attirer l'attention. On est dans la grande difficulté, nous, journalistes, face à cette question-là. Oui, ça en revanche, c'est un vrai problème. Que faire face à ça? S'abstenir d'en parler par définition, c'est évidemment impossible. Comment fait-on? On n'a pas encore la recette. Mais je ne crois pas qu'on s'extasie sur les... Enfin, en général, sur les techniques de communication. On les constate, en revanche. Sans raison de mentionner le fait qu'elles sont efficaces. Lorsque, à nouveau, sur l'attentat de Nairobi, l'attaque du centre commercial, de Westgate, les Shabab tweetent, donnent en temps réel certaines indications qui leur proviennent apparemment de gens de leur groupe qui sont à l'intérieur. Je dis les Shabab parce qu'ils se présentent comme Shabab. Et d'ailleurs, entretenant le flou sur ce qu'ils sont en réalité, il y a même des doutes. Qui parle à ce moment-là? Qui revendique quoi? Qu'est-ce que c'est? Toute cette confusion est évidemment entretenue et volontaire. Et la difficulté de notre travail consiste à faire du tri là-dedans, surtout quand tout va très vite. La question de la temporalité est importante. Il va falloir des semaines pour comprendre un peu qui étaient au fond les gens qui ont mené l'attaque, à quel groupe est-ce qu'ils appartenaient. Shabab, Al-Qaïda, un peu les deux, ou des prestataires de services locaux. Bon, sans entrer même dans cette question-là, il y a cette difficulté de la temporalité qui pour nous, journalistes, est un défi énorme pour comprendre vite, au moment où il y a une soif de comprendre, tout à fait normal, naturel, ce qui est en train de se passer. Donc on est en lutte, je pense, dans la presse, dans les médias, avec ce défi de travail qui est au-delà de la difficulté des sources, qui est au-delà, qui est ces mécanismes très compliqués de réaction face à des tactiques de mensonges assez élaborées, sans doute pas uniques, si vous voulez, oui, qui peuvent être à des degrés divers, enseignés dans certaines universités, pratiqués par des compagnies, des groupes, des gouvernements sans doute. Mais voilà, le fait qu'on soit tous des frères humains partageant les mêmes langages, les mêmes émotions, et bien on est tous emportés par ces ressorts sur lesquels jouent les gens qui s'adonnent à ces activités qu'on appelle le terrorisme faute de mieux. Un mot là-dessus également, Zéman Boufaoui, que vous prend peut-être une autre question sur la communication et après on va sur chacune des situations régionales. Je pense vraiment personne s'est extasié sur la propagande d'Al-Qaïda. Moi-même, j'ai vu, je ne sais pas, des centaines de films d'Al-Qaïda, lu des centaines de pages, et je peux vous dire, c'est vraiment répétitif et chiant. Mais c'est très important de lire ça, de regarder tout ça, parce que, cette propagande, elle marche, donc elle est très dangereuse. Deuxièmement, on trouve quand même des clés de compréhension indispensables là-dedans pour comprendre la stratégie et les buts de la mouvance.
Parce que la semaine dernière, il y avait ce célèbre papier qui était sorti sur la stratégie de ACMI, qui était trouvé par RFI et par Libération. RFI et Libération, et c'est des documents cruciaux comme certains films, où on comprend vraiment l'intention de ces genres de gens. Et il faut aussi comprendre les mécanismes de cette propagande. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Pourquoi un jeune homme en Normandie, à 10 km d'ici, peut être séduit par ce genre de propagande? C'est pour ça que c'est tellement important de l'analyser. Et on l'a aussi analysé avec beaucoup de retard. On a toujours pensé, même 1 ou 2 ans après le 11 septembre, que Ben Laden était finalement quelqu'un dans une grotte qui a planifié ça spontanément et tout ça. Et on n'a pas vu que c'était le mouvement qui a créé un corpus idéologique, un corpus de propagande, qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment décodé, analysé au fond. Alors une autre question, peut-être sur cette question de la communication, je vois pas bien, donc voilà, il me semble, ou là-bas. Là, je vois une main qui se lève, ou là, il y en a plein en fait. Alors on va essayer de faire une question-réponse assez rapide, c'est compliqué ces sujets-là, mais allez-y. Je suis Samuel de l'agence France-Presse à Beyrouth. Je crois qu'il faut bien voir sur Al-Qaïda qu'il y a eu plusieurs étapes sur Al-Qaïda et qu'aujourd'hui Al-Qaïda s'intéresse surtout au monde arabo-musulman et qu'en fin de compte, si vous prenez par exemple un site comme Khomeini, les appels d'Al-Qaïda et des djihadistes, c'est pas tellement l'Europe ou l'Occident, etc. C'est maintenant d'agir en Syrie ou dans des pays du monde arabe. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne demande pas aux Tchétchènes de se battre en Tchétchénie, on leur demande de venir. On ne demande pas à d'autres nationalités d'aller combattre dans leur pays. Actuellement, c'est beaucoup plus comment gagner ou créer ce qu'ils appellent, entre guillemets, un califat islamique dans le monde arabe, qui est beaucoup plus. Donc c'est très différent du début d'Al-Qaïda. La seconde chose, c'est que c'est vrai que bon, on se focalise sur Al-Qaïda, mais enfin tous les mouvements de libération nationaux ont commencé de la même façon. Je me souviens qu'à l'époque, et je ne fais aucune comparaison, et croyez-le bien, entre le Fatah de Yasser Arafat et Al-Qaïda, mais tous les mouvements ont essayé au début de se faire connaître, d'avoir un porte-parole et de pouvoir les discuter. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, parce que la communication est beaucoup plus grande, ça se passe différemment. Dernier point, je voudrais revenir un peu sur la situation, parce qu'on en a parlé en Syrie, j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes en Syrie. On va se pencher sur la Syrie, ça m'écarte quelques minutes. Je voudrais dire seulement que au départ en Syrie, le régime n'a pas laissé rentrer les journalistes. Donc les journalistes sont rentrés par le Liban d'une part et par la Turquie. Et à partir de ce moment-là, bon, il y a eu une couverture qui a été faite de ce côté-là. Quand peu à peu, d'une part, le régime a essayé de fermer le Liban et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements djihadistes qui empêchent les journalistes ou qui veulent les prendre ou qui les prennent. Par exemple, aujourd'hui, vous aviez un correspondant là-bas qui a quitté parce qu'il ne reste plus qu'un point de passage qui n'est pas contrôlé par les djihadistes. Tous les autres points de passage sont contrôlés par eux. C'est évident que là, la situation se pose d'une façon différente. Mais ce n'est pas le fait que les rédactions ont peur ou ça, mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens aussi. Et nous, par exemple, nous avons décidé de former des journalistes syriens qui sont dans ces régions-là pour leur apprendre ce métier et pour apprendre. C'est comme ça que le métier se fait. C'est comme ça qu'on apprend ce métier et c'est comme ça qu'on réussira. C'est pas vrai qu'aujourd'hui c'est fini et qu'on peut plus. Il y aura d'autres personnes qui le feront, d'autres personnes à qui nous apprendront, d'autres personnes à qui nous ferons ça et avec lesquelles nous pourrons faire. Et dernier point, qu'est-ce que c'est plus difficile pour un journaliste arabe de travailler ou non? Je pense que pour un journaliste arabe, c'est bien sûr plus facile parce qu'il y a la langue, mais c'est beaucoup plus difficile parce que l'interlocuteur d'Al-Qaïda considérera que parce qu'il est arabe, etc., il doit avoir de l'empathie pour Al-Qaïda et donc il peut avoir des problèmes de sérieux problèmes après parce qu'il n'a pas à respecter cette empathie. Merci Sanikès de ces précisions très utiles au débat. Je ne veux pas du tout vous brider, mais juste je voudrais qu'on avance sur les situations régionales. Donc je veux juste prendre une autre question pour l'instant, spécifiquement s'il vous plaît, si c'est sur l'aspect de communication d'Al-Qaïda, parce que c'est ce dont on parlait. Allez-y, mademoiselle. Une question. Donc vous ne pensez pas qu'à force de surmédiatiser les informations sur Al-Qaïda, en allant jusqu'à donner des techniques, par exemple, pour faire prendre feu des voitures,
Vous ne pensez pas que cela encourage indirectement les personnes assez influençables à agir? J'entends par là faire des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé à faire. C'est la question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès l'instant où on répercute d'une certaine façon ces documents d'Al-Qaïda, on fait mécaniquement le jeu du terrorisme. On ne les répercute pas, on les trouve sur On les Internet. trouve tout seuls. On ne répercute rien du tout. Ils n'ont pas besoin de nous. Là, je vous les ai montrés juste pour montrer que c'est facile d'accès. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on les publie dans les journaux. C'est un accès, vous faites Google et voilà, ils n'ont pas besoin de nous, c'est tout le problème. Donc, Jean-Philippe Ami. Oui, ça ne passe pas à la télé, pour résumer. Les différentes manières de faire exploser, en utilisant l'engrais, le jardin du voisin ou de mettre le feu à une voiture, on ne le trouve pas dans les médias classiques. Mais en revanche, c'est disponible partout sur Internet. On a presque réussi à aller en voir tout à l'heure facilement. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on tire des conclusions. On se rend compte que les gens qui vont voir ces magazines, dans lesquels il y a des méthodes, littéralement des recettes pour commettre tel ou tel attentat, ces magazines produisent en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui des loups solitaires, même des cellules très restreintes de 4-5 personnes. Enfin, là, je parle sous le contrôle de Jean-Philippe. Au Kenya, ils n'étaient pas très nombreux. Et nous, on constate ça. Donc, on répercute ce genre d'informations, on répercute ce type d'observation. Et ces magazines sont certainement, d'ailleurs, à destination de ce qu'on appelle aujourd'hui les loups solitaires, et qui sont les plus difficiles à repérer pour les autorités, les services de renseignement. C'est très compliqué. Image toute prise dans les zones tribales depuis 10 ans entre l'Afghanistan et le Pakistan, où on a vu notamment
des membres des tribus Messoud et Haqqani qui sont censés, enfin beaucoup de gens disent qu'ils servent de refuge à Al-Qaïda centrale. On a vu de nombreuses manifestations contre les campagnes de drones américains, on a vu aussi des militants Taleb qui ont été arrêtés par les forces pakistanaises, entre autres choses, des attentats aussi dans la Khyber Pass qui conduit à l'Afghanistan. Où en est aujourd'hui Al-Qaïda centrale, comme il est convenu de l'appeler, et donc les hommes autour de Zawahiri, aujourd'hui, après la mort de Ben Laden en 2011 et après toutes ces fameuses campagnes de drones américaines dans cette région. John Randall, où en est Al-Qaïda centrale aujourd'hui selon vous? Très affaibli. Mais est-ce que c'est le problème? Très affaibli. Les drones ont été très efficaces. J'oublie combien de membres d'Al-Qaïda importants et moins importants ont été trucidés, mais beaucoup. Mais le problème, c'est que l'utilisation de drones a créé d'autres problèmes politiques. Et on a vu toutes ces manifestations d'ailleurs, ces photos de manifestations. Et donc, on a vu cette semaine le président Obama, au lieu d'utiliser des drones, cherché à Tripoli en Libye à envoyer des militaires s'accaparer de quelqu'un, d'après les Américains, très important dans les attaques en quand on est deux ambassades, et en Somalie, une attaque militaire qui n'a pas réussi. Les Américains disaient qu'ils n'ont pas persisté parce qu'il y avait des enfants. J'aimerais beaucoup le voir. Dans quelle mesure le retrait militaire d'Afghanistan, des Occidentaux et particulièrement des Américains, peut servir le discours idéologique d'Al-Qaïda et donc contribuer à une recrudescence, on va dire, d'Al-Qaïda en Afghanistan, après tout réempruntant la même thématique idéologique que la thématique de la défaite soviétique? Attendez, quand même, il y a des choses de changer depuis la défaite soviétique dans les années 80, même si les talibans redeviennent très importants, ce qui est très probable, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont s'entendre à merveille avec Al-Qaïda. Il ne faut pas oublier que juste avant 2011, en septembre, les talibans étaient à deux doigts de prendre le contrôle total de l'Afghanistan, et c'est leur petit copain Obama qui leur a fait un enfant dans le dos, et ils ont été chassés de pouvoir. Donc même les gens les plus primaires, et je ne prends pas les talibans comme les gens les plus primaires, ils apprennent les leçons. Donc ne faisons pas... ne pensons pas que l'histoire va se répéter. Non, ça veut dire que ce n'est pas un régime dans lequel il va bon vivre si on est une jeune femme ou quelqu'un de libre penseur, absolument pas. Mais ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, il faut qu'on se pose la question qu'on a éludée toute la soirée, il me semble. Dans quelle mesure est-ce que l'Occident n'est pas responsable pour avoir créé le terreau dans lequel Al-Qaïda a prospéré? Si, je dis encore si, on est à la veille d'un retrait de l'Occident, à commencer par mon pays, les États-Unis, le Moyen-Orient, peut-être il y aura moins de défense pour les extrêmes, tels que Al-Qaïda. Je ne dis pas que c'est sûr, je ne suis pas... je fais pas d'angélisme, mais posons-nous la question. Alors je voudrais qu'on aille à présent en Syrie et ouvrir plus spécifiquement ce chapitre syrien avec des sons et des images. On va simultanément écouter un reportage radio et regarder des images photos. Le reportage radio, il est signé Omar Ouaman de France Culture. C'est une rencontre, là encore, rare, parce que c'est une rencontre avec un djihadiste étranger près d'Azaz.
c'était dans Syrie, c'était en mars dernier, donc d'une certaine façon un signe annonciateur de ce qu'on a connu au cours des dernières semaines avec la prise de contrôle d'Azaz par l'État islamique en Irak et au Levant, groupe affilié officiellement à Al-Qaïda. Et dans le même temps, on va regarder des photos signées à la fois de Laurent Van der Stok, Isadore à Perpignan il y a quelques jours, c'est un reportage avec Jean-Philippe Rémy, où on voit à Alep en décembre 2012 des djihadistes étrangers combattre aux côtés du groupe Jabhat al-Nusra, le Front al-Nusra, qui est lié mais pas affilié à Al-Qaïda. On va faire les distinctions après. Photo également de Ahmed Jadala de Reuters, toujours à Alep en décembre 2012, encore des combattants du Front al-Nusra, et de Hamid Khatib, Reuters, tout comme Ahmed Jadala, cette fois à Raqqa en mai 2013, et à nouveau des combattants du Front al-Nusra. La rencontre avec ce jeune djihadiste de 20 ans a lieu entre Hama et Idlib dans le nord de la Syrie sur l'autoroute M5 contrôlée par l'opposition. 6 rebelles tiennent un barrage et arrêtent tous les véhicules en provenance du sud du pays. Ils sont à la recherche de Shabiha, ces miliciens à la solde du régime. Parmi ces insurgés, 2 disent être tunisiens, mais un seul accepte de parler. Je m'appelle Abou Shaïd, le Tunisien. Je suis venu en Syrie quand ils ont ouvert les portes du djihad. Et maintenant, grâce à Dieu, je suis en Syrie, ça fait 2 mois. Je suis venu ici car je suis avant tout un musulman, avant d'être tunisien, algérien ou syrien. Je suis venu pour défendre mes frères et mes sœurs qui sont tués, égorgés, volés, mais aussi pour brandir notre drapeau qui dit qu'il n'y a qu'un Dieu et Mohammed est son prophète. Abou Shaïd, son nom de djihadiste, Shaïd voulant dire martyr, a tout quitté pour venir en Syrie combattre le régime de Bachar el-Assad. Mes parents m'ont encouragé à partir faire le djihad pour protéger mes frères et mes sœurs en Syrie. Et si Dieu le veut, mon frère va venir me rejoindre pour combattre à mes côtés en Syrie. Abou Shaïd refusera de dire par quel pays il est entré en Syrie, top secret dit-il, mais il a probablement emprunté l'itinéraire le plus facile, celui par la Turquie, où plusieurs postes frontières côté syrien sont tenus par les rebelles. Mais Abou Shaïd accepte en revanche d'évoquer tous ces combattants venus de l'étranger pour faire le djihad en Syrie. Grâce à Dieu, il y a des frères qui viennent du monde entier. Il y a des Tchétchènes, des Afghans, des Tunisiens, des Libyens, des Algériens, des Marocains, des Égyptiens, des Saoudiens, des Français, des Australiens, des Suédois, des Britanniques et des Canadiens. Mais ce sont des musulmans grâce à Dieu. Et si Dieu le veut, après avoir libéré la Syrie, nous irons en Israël pour libérer Jérusalem. La liste des nationalités est exhaustive mais crédible. À Azaz, près de la frontière turque, certains habitants évoquent la présence d'un camp d'entraînement exclusivement réservé aux djihadistes étrangers, camp évidemment inaccessible aux journalistes. Jean-Philippe Rémy, on est dans le cas de la Syrie face à cette nébuleuse extrêmement compliquée et la question justement de l'affiliation à Al-Qaïda est une question compliquée. De ce point de vue-là, le cas du Front al-Nusra est intéressant parce qu'il y a eu, on va dire, une vraie guerre, quasiment un affrontement en tout cas entre notamment le Front al-Nusra et l'État islamique en Irak et au Levant, le second s'affiliant directement à Al-Qaïda, revendiquant cela, le Front al-Nusra étant lui beaucoup plus, on va dire, ambigu dans ce ralliement et refusant surtout, il y a quelques semaines, la fusion avec les seconds. Et on voit bien qu'on a une situation qui est mouvante, évolutive et très compliquée. Là, je crois que ces 2 groupes-là, il n'y en a pas d'autres. Oui, c'est compliqué, bien sûr. L'autre chose que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que déjà pour commencer avec le Jabhat al-Nusra, il n'y a pas une unicité si claire et évidente. Quand on était avec Laurent Van der Stok dans la région de Damas, puis à Damas, on a croisé plusieurs fois des membres s'identifiant clairement comme étant appartenant au Jabhat al-Nusra. On a même en réalité quitté Damas à pied avec une équipe de Jabhat al-Nusra. Non pas qu'on avait choisi, non pas qu'ils nous avaient choisi, mais les hasards de cette nuit où on s'est éloigné finalement de Damas à travers des positions ont fait qu'on s'est retrouvé avec des gens de Jabhat al-Nusra et ça a été aussi intéressant en ce sens de voir, l'un d'entre eux d'ailleurs était tunisien aussi, et la nuit
était difficile, on a marché longtemps et à un moment donné on s'est arrêté parce que c'était compliqué, on était un peu perdu. Et l'un d'entre eux me dit, mais c'était le début de notre conversation, il nous a dit, mais vous êtes sans doute catholique, mais comment se fait-il que, en tant que catholique, vous partiez du principe que Jésus est le Fils de Dieu? Cher ami, c'est peut-être pas le moment pour une discussion théologique. Peut-être on va essayer de sortir de cet endroit absolument maudit et après on en parlera tant que vous voulez, mais là vraiment non, par pitié. Bon,